You have any weapons on you, Charlie? What am I being pulled over for, sir? You're not being pulled over. You're being contacted because of the vehicle issue. Get on your knees. En tendant la main à un homme au passé trouble, Catherine Goros peut penser lui offrir une seconde chance. Elle ignorait qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Happy birthday from your pirate crew. We wish it was our birthday so we can party too. Catherine Gorospe est née le 16 août 1973 à Los Angeles, en Californie. Elle était une enfant adorable, empathique, protectrice et a grandi avec ses mêmes qualités. Ses parents divorcent alors qu'elle est encore très jeune. Malgré le traumatisme, elle fait tout pour que son petit frère Cory passe le cap avec le moins de difficultés possible. Elle est ensuite partie dans l'Arizona à l'université et devenue une maîtresse de maternelle à l'école Arrowhead à Phoenix, où tous les enfants et les parents apprécient la femme autant que la professionnelle. Elle adopte également un chien dans un refuge qu'elle nommera Sunshine et prend soin de lui au quotidien. C'est aussi une passionnée de nature, elle adore faire de la randonnée et du rafting au Grand Canyon. Charlie Malzahn est né à Williams en Arizona en 1989. Ses parents se sont également séparés, ce qui a peut-être été un facteur de rapprochement avec Catherine. Contrairement à elle, ce n'est pas un homme apprécié et intégré dans la société. Il a agressé brutalement des personnes innocentes, il a toujours préféré le mauvais côté de la loi. Son beau-père est le chef de la police de Williams, Herman Nixon, et il est frustré du choix de son beau-fils de ne pas respecter la loi et ne le voit que rarement. Ses mauvaises actions l'ont mené à partir de chez lui à 17 ans, il a même arrêté les études. Il a commencé la consommation de substances narcotiques très jeune et devient de plus en plus agressif. Aucune trace de ses violences auprès de la police avant sa majorité puisque les casiers judiciaires sont effacés pour les actes commis par des mineurs. Mais le 29 janvier 2008, il est arrêté pour vol et ce n'est que le début d'une longue carrière criminelle. Il fait 1 an de prison, puis en avril 2012, il commet une agression violente aggravée puisqu'il s'en est pris à un agent de police et qu'il s'est débattu pour ne pas être arrêté. Il a été reconnu coupable le 19 juin 2013 et condamné à 4 ans de prison. Il est libéré en juin 2017. Sa famille s'était alors éloignée de lui, à part sa sœur, chez qui il s'installe. Avec ses problèmes de comportement et son casier judiciaire, difficile pour lui de trouver un emploi. Il finit par trouver un travail de serveur au Wild West Junction à Williams, une plaque tournante touristique près du chemin de fer le long de la route 66. Un job mal payé qui ne lui permet pas de joindre les deux bouts à cause de sa toxicomanie entre autres. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Catherine. Elle ne roule pas sur l'or et cherche un travail d'été. Effectivement, les enseignants ne travaillent pas pendant une période de juillet-août. Elle postule donc au Grand Canyon Highway, dans une ville voisine de Williams, et se fait embaucher en tant que guide touristique. C'est un endroit qu'elle connaît bien et qu'elle adore puisqu'elle y pratique déjà ses passe-temps préférés, la randonnée et le rafting. Le 10 juillet 2017, elle se rend à Wild West Junction pour déjeuner. La nourriture y est bonne et les prix abordables. Comme à son habitude, sa générosité la pousse à s'inquiéter en voyant l'un des serveurs boiter. Elle lui demande s'il va bien, il s'agit bien sûr de Charlie. Elle ne prend pas le temps de lui parler ce jour-là, mais elle s'inquiète quand même et revient le lendemain prendre de ses nouvelles. Mais il est en congé ce jour-là. Des collègues donnent le numéro de la sœur de Charlie à Catherine. Elle l'appelle, elle fait le lien entre les deux et arrive à contacter Charlie. Charlie est un bel homme, grand, et d'après ses connaissances, il sait également être très charmant quand il veut. Quand elle a su qu'il sortait de prison, elle a voulu le soutenir et le remettre dans le droit chemin, l'aider à distinguer le bien du mal. En quelques semaines, il semble qu'elle ait réussi à le remettre sur le droit chemin. Elle s'attache de plus en plus à lui, mais lui semble plutôt trouver en elle une aide financière. Même si elle n'est pas riche, elle lui prend un appartement à Williams et lui trouve un travail à temps plein, qui ne durera pas d'ailleurs. 2 semaines après leur rencontre, il la demande en mariage en lui disant qu'elle pourrait être l'amour de sa vie. Elle refuse, mais ça la transporte. Malheureusement, cet homme ne peut pas vraiment être sauvé et remis sur le droit chemin. Et est-ce qu'il le veut déjà ?
En tout cas, après un mois, il montre sa vraie personnalité à Catherine. Le 20 août 2017, il accompagne sa sœur et ses enfants pour un road trip à Tampa, dans la Chrysler Town & Country de sa sœur. Mais après une prise de substance, il devient extrêmement paranoïaque. Garé à côté d'une voiture avec un homme au volant, il est alors persuadé qu'il lui veut du mal. Et ça vire au cauchemar lorsqu'il se met à croire que c'est sa sœur qui a monté un complot pour l'assassiner. Il est alors assis à l'avant, mais pour lui, ce n'est pas une position idéale en cas d'attaque. Il met alors un des enfants de sa sœur à l'avant et se pose à l'arrière. Prise de panique face à la réaction anormale de son frère, elle sort de la voiture avec les enfants. C'est alors que Charlie prend le volant et rentre à Williams seul en laissant sa famille sur le bord de la route. Sa sœur appelle la police à ce moment-là pour déclarer le vol de sa voiture. Quelques minutes après, Charlie appelle sa sœur en lui disant qu'elle retrouverait sa voiture devant le Canyon Club à Williams et que les clés sont dessus, pour qu'elle ne porte pas plainte contre lui. Elle lui dit qu'elle n'a pas impliqué la police pour se protéger et protéger ses enfants, mais quelques heures après cet incident, la police arrête Charlie à la sortie du club. Behind you, behind you. Behind you, Tracy. Charlie, please put your hands up on the wall for us. Put your hands up on the wall. Put your hands up on the wall. Up on the wall. Put your hands up on the wall. If you move, you will be shot. You understand me? Sir, what's this all about? You have any weapons on you, Charlie? What am I being pulled over for, sir? You're not being pulled over. You're being contacted because of the vehicle issue. Get on your knees. Get on your knees. I'm going hands-free. Hold on. He just walked out with a gun in his pocket. He's in custody. Il est alors placé en détention provisoire dans la prison du comté de Coconino et sa caution est fixée à $20 000 pour vol et possession illégale d'armes à feu. Évidemment, à ce moment-là, il ne reste plus qu'une personne à appeler, Catherine, qui est sous le choc. Pourtant, elle appelle souvent Charlie en prison. Can you come get me? I hate Catherine, Catherine, I'm sitting here waiting for you. Will you please come get me? I mean, I'm going to slick my hair back with some gel. I'm going to put deodorant on. I have $2,000, but I don't have $20,000 collateral. Mais Catherine n'a pas les $20 000 et un enregistrement du 9 septembre montre que les choses devenaient difficiles entre eux. Un autre appel le 28 septembre a enregistré Charlie en train de parler de vouloir boire le sang d'un bébé. Elle passe alors par un agent de cautionnement local, Tom Watson, mais il lui déconseille fortement de faire sortir cet homme de prison. Mostly it's just because she hadn't known him very long, and she said that she knew that, you know, he had been in trouble in the past, and his family didn't want much to do with him anymore. She told me what we were going to do. She said, I sent all your paperwork, you have part of your money come in, and we have an appointment at 4 o'clock, and you're going to be there because I want you to bail him out, Tom, because I know you will help me keep track of him, and if you're not there, I'm going to go to another bail bondsman. She had made her plans. Malgré les avertissements, elle récupère les $20 000 en gageant sa maison et libère Charlie de prison, mais sous la condition qu'il devienne un homme meilleur et s'implique plus dans leur relation amoureuse. Il a accepté les conditions et promis qu'il allait grandir. Il a aussi promis de respecter les règles de l'agent Tom Watson, 6 en tout. Elle est clairement sous son charme, mais oublie un peu rapidement ses écarts violents passés. Le 6 octobre 2017, Catherine arrive à bord de sa Toyota RAV4 blanche de 2010 à 20h39 dans le bâtiment. C'est la dernière image d'elle vivante. Charlie, lui, a été libéré à 22h12, après quoi ils sont partis. Le 8 octobre, 2 jours plus tard, Charlie a été appréhendé à Tucson pour l'utilisation de la carte bancaire de Catherine. Il effectue des achats dans des magasins comme Dollar General, Sears et un magasin de lunettes de soleil. Au départ, il s'invente une identité en expliquant qu'il s'agit de la carte de sa femme, Catherine Gorospe. Les agents tentent de contacter la jeune femme, mais elle ne répond pas.
Au bout d'une demi-heure, Charlie donne son vrai nom. Les policiers saisissent la marchandise et la carte bancaire et laissent partir l'homme. Alors là, je comprends absolument pas la réaction de la police. Pourquoi le laisser partir alors qu'il n'arrive même pas à joindre la propriétaire de la carte bancaire? S'il a menti en plus sur son identité, c'est quand même suspicieux. Pendant ce temps-là, la colocataire de Catherine s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son ami depuis plusieurs jours. En effet, elle ne laisse jamais son chien sans attention. Au pire, elle demande à quelqu'un de s'occuper de lui. Quelques heures après avoir été surpris en train d'utiliser la carte de Catherine, Charlie a commis plusieurs méfaits à l'université d'État d'Arizona. Il suit plusieurs jeunes femmes, mineures, et tente même de rentrer dans les dortoirs en suivant l'une d'elles. Mais elle n'a pas accepté de le laisser entrer. Il s'est alors mis à la frapper à plusieurs reprises et la jette au sol. Ensuite, il vole la voiture d'une étudiante et menace de la frapper au visage si elle ne donne pas ses clés. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait avec la voiture de l'étudiante, mais il a été filmé par une caméra de surveillance dans le RAV4 de Catherine un peu plus tard. Et on saura qu'un de ses amis a vu une grande quantité de sang dans le véhicule. Le 9 octobre 2017, à 1h30 du matin, il est repéré dans un contrôle routier. Il essaie de fuir les officiers avant de s'écraser près de la 27e rue. Il est arrêté et amené pour un interrogatoire. Il refuse dans un premier temps de dire quoi que ce soit sur Catherine. Il est même violent, entourant ses menottes autour de la tête d'un policier lors de la prise d'empreintes digitales. Mais le 13 octobre, il craque et il raconte ce qui s'est passé après sa libération sous caution. Il s'est rendu chez un ami à Clifton. Il a essayé d'acheter des substances illégales. Catherine a découvert ça et une dispute a éclaté. Ça a rendu Charlie à bout et il est devenu complètement fou. Il a poignardé la jeune femme à 14 reprises. Des blessures défensives montrent aussi qu'elle s'est défendue quand même alors qu'elle était à la place du conducteur et portait sa ceinture, d'après l'enquête. Je ne sais pas si elle a réussi à sortir seule du véhicule ou si c'est lui qui l'a sortie, mais juste après, il a foncé sur Catherine avec sa voiture en lui brisant en plus des côtes. Il a traîné ensuite le corps jusqu'au pont de Mayer, il a mis un petit peu de terre dessus et est reparti. Le corps a pu être retrouvé par la police après les aveux du meurtrier. Et en avril 2019, Charlie est accusé de meurtre au premier degré, en plus du reste, les vols, possession d'armes, etc. La sœur de Charlie a déclaré aux enquêteurs que son frère avait un passé sombre et trouble. Il est devenu accro à la meth à l'adolescence après avoir été agressé par quelqu'un de sa famille. Et il a probablement une schizophrénie paranoïaque qu'il est réticent à traiter. Il a tenu un carnet qui dépeignait des histoires horribles et violentes sur l'élimination des victimes et la mutilation de leurs cadavres. À la question de savoir depuis combien de temps il exprimait des tendances violentes, sa sœur dira qu'il a commencé quand il avait environ 13 ans. Enfant, il aurait même poignardé quelqu'un avec un tournevis. Plus récemment, il y a environ 5 ans, elle déclare qu'il a attaqué une femme avec une hache dans la région de Phoenix et a arraché son bras. Il n'existe pas de dossier public parce qu'ils n'ont pas été signalés à la police. La sœur a déclaré à la police également qu'elle avait rencontré Catherine pour le dîner 2 jours avant qu'elle ne libère Charlie de prison. Elle semblait amoureuse de cet homme qu'elle était la seule à comprendre. Enfin, elle conclura en disant « Personne n'aimait vraiment Charlie, c'était un de psychopathe ». Il devrait être condamné à mort, mais après un arrangement avec les procureurs, il plaide coupable et en juin 2022, il est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a également ordonné que le criminel purgerait des peines consécutives allant de 2 ans et demi à 15 ans pour les autres chefs d'accusation. Il s'agit notamment du vol de moyens de transport, vol de carte de crédit, vol à main armée. Charlie a pris brièvement la parole au cours de l'audition. I just want to say I'm sorry. I know it doesn't change anything, and I really am sorry. That's everyone, I'm sorry. La mère de Catherine, Lynette Jackson, était visiblement indignée qu'il échappe à la peine de mort. Et je la comprends.
Through her kindergarten teacher help her eyes, she somehow saw a little boy inside that was hurting, abandoned, betrayed, or whatever. And she was there when the rest of the world was not. And how was this kindness returned? You took the little money she had left, the car she loved, and you destroyed the very body she used to show you affection. You stabbed her over and over, and you ran her over with her own car and then left her body in the desert. These are choices you made in the face of kindness. Le père de Catherine, Rego Rosp, ancien soldat et pompier, dira « Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir autant de douleur sans être blessé physiquement ». Aux États-Unis, la justice repose sur le principe fondamental de la responsabilité pénale. Pour qu'un individu soit reconnu coupable, il doit avoir commis un acte interdit en connaissance de cause et avec l'intention de nuire. Or, la schizophrénie remet en cause ces deux éléments. Lors d'un épisode psychotique, une personne peut perdre totalement le sens du réel, être persuadée d'agir sous l'ordre d'une voix ou dans une réalité parallèle. Comment, dans ces conditions, juger l'intention ? Moi, je me pose la question sur Charlie, est-il vraiment schizophrène ou est-ce que c'est la prise de drogue qui le rend si violent? Je vous laisse mettre en commentaire votre avis sur cette question-là. Pour finir, je voudrais parler de la fondation Catherine Gorospe, qui a été créée après son décès. Elle consiste à aider des étudiants à obtenir des bourses, apporte des aides à l'environnement, vu qu'elle était passionnée par la nature, et de soutenir les animaux. Sa famille veut simplement continuer à faire vivre Catherine à travers cette fondation qui regroupe ses trois passions, l'éducation, la nature et les animaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous laisse mettre des commentaires si vous en avez envie. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Ça m'aide encore une fois beaucoup. Je ne le dirai pas à chaque fois, je vous épargnerai la prochaine fois. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.